Bah là, on arrive au bout. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour cette session où je vais parler gros pixels et architecture logicielle. Alors, je sais que pour certains et certaines d'entre vous, c'est un jeu qui vous parle. D'ailleurs, je le vois parce que la moyenne d'âge s'est subitement augmentée dans la salle. Il y a beaucoup de cheveux blancs et il y en a plein comme moi qui n'ont plus trop de cheveux. Donc déjà, merci beaucoup à Volcan pour m'accueillir encore une fois pour parler d'un sujet qui n'a rien à voir avec ce que vous verrez habituellement dans votre quotidien. Mais il y a quand même pas mal de petites choses à dire. Bon, j'ai beaucoup de choses à vous raconter, donc on va démarrer tout de suite. Alors, je vous ai fait tourner la démo là d'Another World, hein, qui est un jeu assez connu. C'est une démo, donc une présentation, une introduction, qui tournait donc en temps réel. Et on va parler donc du moteur du jeu, que j'ai d'ailleurs réécrit pour pouvoir illustrer ce talk. Et vous allez voir, il y a des choses un petit peu sympas. Bon. Pour les plus jeunes d'entre vous, ou ceux qui ne connaîtraient pas le jeu, qu'est-ce qu'Another World? Alors, Another World, c'est déjà un jeu culte, et même cultissime. Réellement, Another World, donc ça c'est le logo du jeu, la pochette du jeu. Donc c'est un jeu qui est sorti il y a assez longtemps. C'est un jeu de vidéo culte. Donc là, vous voyez quelques captures d'écran pour ceux qui n'ont pas vu l'intro tout à l'heure. En quelques mots, c'est un jeu d'aventure cinématique, réellement, donc qui a voulu offrir une expérience très cinématographique à l'époque aux joueurs, ce qui était assez inédit. Il a été conçu, imaginé, réalisé par une seule et même personne, Eric Chahi, qui est vraiment un développeur de talent et un game designer de talent, et publié à l'époque par Delphine Software, et aux États-Unis plutôt Interplay d'ailleurs, qui s'est occupé du portage sur les consoles de jeux vidéo, Mega Drive, Nintendo, Master System, enfin Nintendo et autres consoles. Voilà. Et il a été commercialisé en novembre 1991. Alors, novembre 1991. Là, vous pourriez vous dire, mais what the fuck, pourquoi il nous parle d'un truc d'il y a presque 35 ans? J'étais là, c'était il y a 3000 ans. Effectivement, je me rends compte que 1991, c'était il y a 35 ans. Et pourquoi je vous parle de ça? Bah, déjà, parce que réellement, j'aime les gros pixels. Vraiment. Ceux qui me connaissent, il y en a quelques-uns qui me connaissent, qui me suivent, hein, ils savent à quel point j'aime les gros pixels. J'ai écrit des émulateurs d'ordinateurs, de consoles. J'ai porté Doom aussi en Wasm, donc c'était la suite logique. Mais pas que. Alors, pas que, pourquoi? Parce que c'est un jeu qui a un moteur vraiment extrêmement avancé pour l'époque et assez audacieux. Et j'ai pas mal de choses à vous raconter dessus. Mais avant de rentrer dans le sujet du moteur, je vais vous parler un petit peu du package du jeu. Le jeu en lui-même, c'est un tout petit exécutable. 24 kilooctets seulement. Ce qui est très peu, même pour l'époque. Des assets et des ressources qui pèsent en tout 1 méga 2. Vous avez un jeu complet, 24 kilooctets et 1 méga 2 de ressources. Vous avez un jeu complet d'aventure. Et le tout qui tient sur une seule disquette. Pour les plus jeunes d'entre vous, si vous ne savez pas ce qu'est une disquette, je pourrais vous raconter, mais c'est quand même pas grand-chose. Voilà. Donc une disquette double densité, 1 méga 44 quand même. En termes de technique, c'est un moteur polygonal 2D. Ça, c'est assez inédit pour l'époque. Les machines de l'époque étaient très peu puissantes et c'est quelque chose qui commençait à arriver sur le marché, mais c'était assez inédit. Et le jeu total est en polygone. C'est aussi un moteur audio 4 pistes PCM. Pareil pour l'époque, ceux qui se souviennent, on avait juste un haut-parleur qui faisait du bip bip bip. Et là, on avait quand même 4 pistes mixées en temps réel PCM qui nous permettaient donc d'avoir du son de relativement bonne qualité. Et une machine virtuelle pour les gouverner tous. Et ça, c'est vraiment le secret du jeu. Il y a une machine virtuelle complète à l'intérieur du jeu qui est totalement Turing complet et qui vous permet de faire tourner ce jeu. Et vous pourriez faire tourner d'autres jeux avec. Laissez-moi vous parler d'Eric Chahi, le concepteur. Eric Chahi, c'est un petit peu le magicien. Je vais faire une petite bio express très rapide entre le moment où il a débuté sa carrière et le moment où il a commencé le jeu. Donc Eric Chahi, c'est un développeur, graphiste, game designer. Il est né en 67 à hier, dans le 91. C'est réellement un des pionniers du jeu vidéo en France. Réellement. En tout cas, durant les années 80-90, il a vraiment imprimé sa marque sur de nombreuses productions. Il a commencé sa carrière en 83 chez SN Diffusion, voilà, il était encore mineur.
Il a travaillé sur des jeux comme Frog Carnaval, pour ceux qui ont connu, sur Amstrad CPC notamment. Il a travaillé donc sur Amstrad CPC pour Loriciel, donc qui était un éditeur de jeux vidéo assez connu à l'époque. Puis sur chip, il est passé sur Amiga et Atari ST, encore une fois des machines un peu mythiques pour l'époque. Et il est arrivé chez Delphine Software, d'abord comme graphiste avec Paul Cuisset qui était le cofondateur de Delphine Software, aussi un grand nom du jeu vidéo de l'époque. Et donc il a développé les Voyageurs du Temps, et ensuite il va débuter en 1989 le développement d'Another World qu'il va développer pendant 2 ans. À ce moment-là, Eric Chahi, il a 22 ans seulement. Donc c'est quand même, il a travaillé seul sur cette production, c'est quand même assez incroyable. Et pour créer ce jeu, il a dû se créer aussi tout un set d'outils. Alors, le matériel pour l'époque, c'est le top de l'époque. Ça, c'est une photo qui a été fournie par Eric Chahi, qu'il a publiée lui-même. Il a d'abord commencé avec un Amiga 500, donc une machine assez évoluée pour l'époque, très orientée multimédia, avec des capacités assez importantes. Et en fait, toute l'architecture du jeu vraiment est mappée sur les caractéristiques de l'Amiga, principalement. Et ça a aussi permis de faciliter son portage. Donc c'est vraiment c'est à ça que ça ressemble, un Amiga. Hein, voilà. Aussi un Genlock. Alors un Genlock, c'est un petit dispositif que vous allez brancher à votre machine. Vous allez brancher un caméscope, un magnétoscope, etc., un signal vidéo, et ça va vous permettre de faire de la surimpression par-dessus. Typiquement, à la télévision, tous les systèmes de titrage de l'époque employaient beaucoup l'Amiga parce que c'était très peu cher et ça permettait de le faire assez facilement. Donc il a utilisé un Genlock et un caméscope pour faire notamment de la rotoscopie. Donc un Genlock, typiquement, ça ressemble à ça. Vous avez un signal vidéo qui arrive, vous branchez votre Amiga, vous mixez les signaux et vous pouvez produire ce que vous voulez par-dessus. Et un matériel de pointe, un magnétophone à cassette. Voilà, typiquement. Ensuite, sur la partie software, il a créé du logiciel réellement pour l'occasion. Parce qu'il a fallu créer des assets, il a fallu créer un certain nombre de ressources pour le jeu. Donc il a créé, avec l'Amiga, et notamment avec du GFA Basic, donc qui était une version de Basic qui permettait aussi d'accéder aux caractéristiques avancées de l'Amiga, notamment pour pouvoir créer des interfaces graphiques, etc. Donc là, vous voyez, ça, c'est tous les outils qu'il a designés et utilisés pour créer ses animations, créer le son, créer son langage de script, etc., pour pouvoir justement créer le jeu en lui-même. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui était assez poussé, et il a passé énormément de temps finalement à travailler ces outils-là. Et vous verrez que dans la partie du moteur en lui-même, ça a eu un impact considérable parce que ça lui a permis d'aller très vite, c'est-à-dire de pouvoir tester des parties de jeu sans avoir à recompiler le jeu, puisqu'il avait un moteur d'exécution générique. Il pouvait créer ses assets et d'un simple bouton, lancer à chaud la partie ou la partie de jeu dont il avait besoin avec les assets qu'il venait de modifier. Et il a utilisé de la rotoscopie pour certaines animations. Alors à l'instar de Jordan Mechner pour Prince of Persia, il a pris ce parti-là. Cette rotoscopie, là vous voyez quelques animations que j'ai retrouvées. Voilà, donc j'ai monté pour pouvoir vous montrer un petit peu comment ça se faisait. Donc globalement, avec le Genlock, ça lui permettait donc de récupérer le signal vidéo et de dessiner les polygones directement par-dessus, et donc de pouvoir créer notamment les séquences d'introduction, ce genre de choses. Alors, au dire d'Eric Chahi, la rotoscopie, c'était une fausse bonne idée, entre guillemets. Ça lui a permis d'accélérer certaines créations, mais pour d'autres, ça ne l'a pas forcément aidé. Voilà, c'est pas aussi simple. Et puis, comme c'est un artiste avant tout aussi, en plus d'être un développeur, il a créé un certain nombre de dessins et qui lui ont permis de pouvoir designer son monde. Voilà. Typiquement, ce genre de choses pour arriver au premier niveau que certaines d'entre vous connaissent très bien. Voilà. Une fois posée cette introduction, je vous ai parlé un petit peu de la genèse du projet et des outils. On va réellement rentrer dans le vif du sujet, le moteur. Alors le moteur, il est très très intéressant et je me suis basé sur des travaux qui ont été faits notamment par Grégory Montoire et Fabien Sanglard, que je salue au passage, qui ont fait un travail exceptionnel. Et en réécrivant le moteur, j'ai réécrit le moteur pour créer ce talk pour être sûr de bien comprendre ce dont je parlais. Et vous allez voir que c'est quelque chose qui est assez simple, mais très efficace et assez innovant pour l'époque. Donc le moteur, globalement, là je vous fais une architecture diagramme très très simple. Donc le moteur en lui-même va s'appuyer sur une couche directe hardware. Il faut se rappeler que les machines de l'époque, il n'y avait pas de système d'exploitation en tant que tel, tel qu'on le connaît aujourd'hui, et notamment la partie Amiga, même s'il existait,
l'Amiga DOS ou même pour l'Atari ST, le TOS, etc., on avait un accès direct au hardware. Donc tout ça va aller s'appuyer directement sur le hardware pour taper directement dans les registres des processeurs vidéo, des processeurs sonores, etc. Et donc au-dessus du hardware, on va retrouver le moteur qui lui va être un véritable chef d'orchestre sur différents sous-systèmes. Vous allez avoir la machine virtuelle dont je vais vous parler tout à l'heure, qui est vraiment le cœur du réacteur de ce jeu. La partie ressources, qui va permettre donc d'aller chercher vos ressources, les vecteurs, les musiques, les sons, etc. etc. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment central sur le jeu en lui-même. La partie vidéo, où il y a des tricks qui sont assez neats. La partie audio, qui est relativement simple et qui va se découper en deux sous-parties, la génération des effets sonores, et les musiques, qui sont globalement au nombre de 3 dans le jeu vidéo, dans ce jeu. Et la gestion des entrées, évidemment, puisqu'il faut interagir avec la machine. Donc globalement, tout ça, ça va constituer votre moteur. Et c'est une architecture qui est relativement bien découpée et très simple, avec vraiment des interactions qui sont bien délimitées au sein de tout ça. Je vais commencer non pas par la VM, mais je vais commencer par vous parler des ressources, parce que les ressources, c'est vraiment la pierre angulaire. Eric Chahi a développé ce jeu, non pas comme étant avant tout un développeur et par un aspect technique, mais par un aspect créatif. Et donc les ressources, je vais vous en parler tout de suite parce que ça a une importance pour la suite. Donc cette partie-là, les ressources, on va en retrouver 7 types de ressources différents. Vous allez avoir les sons, les musiques, les images, les palettes, les scripts, donc qui est le bytecode qui va être géré et exécuté directement dans la machine virtuelle, les polygones des niveaux et les polygones communs. Il y a certains polygones qui sont réutilisés dans différentes parties du jeu. Les ressources sont organisées dans un fichier, donc qui s'appelle memlist.bin. Donc ça, c'est votre fichier d'index, comme une base de données. Comme dans votre base de données, vous avez des index qui vont vous permettre de dire, OK, j'ai telle entrée, ça correspond à ça, etc. Bah là, c'est à peu près exactement la même chose. Donc dans memlist.bin, vous allez avoir c'est un fichier d'index qui va vous dire que à l'index 0, j'ai un son, à l'index 1, j'ai un autre son, à l'index 0x1e, j'ai du bytecode, à l'index 08a, j'ai une musique. Et tout ça, ce sont des pointeurs vers d'autres fichiers qui vont s'appeler banque 01, banque 02, banque 03, etc., etc. Donc en fait, toutes ces ressources sont réparties dans 13 banques au total, avec un fichier d'index qui va nous permettre de dire, à telle entrée, on a tel type de ressources, elle se trouve dans tel fichier, à tel offset. Donc ça, c'est plutôt assez simple et élégant, on va dire, comme façon de faire, et ça permet aussi de faciliter le portage vers d'autres architectures, notamment de l'Amiga vers le PC, du PC vers les consoles, etc., etc. En termes de ressources, là je vous ai défini en C++ la structure d'une ressource, d'une entrée dans le fichier memlist.bin. C'est très simple, hein. Vous n'avez que quelques entrées, et vous n'avez dans toutes ces entrées-là, il n'y en a que quelques-unes qui servent réellement. Parce que le fichier memlist.bin, à l'origine, était codé en dur dans le code qui était dans la version Amiga, puis ensuite, quand il a été porté sur PC, ça a été sorti dans un fichier à part. Mais il y a certains champs qui ne sont pas utilisés. On va retrouver essentiellement, le premier champ, c'est l'état. C'est est-ce que la ressource, elle a été chargée en mémoire? Est-ce qu'elle est utile ou est-ce qu'elle est requise pour un prochain tour dans la VM? Vous avez le type de ressource. Ce type de ressource, ça va vous dire, est-ce que c'est l'une des 7 ressources connues? Est-ce que c'est un son? Est-ce que c'est un vecteur? Etc., etc. Vous avez l'identifiant de la banque dans laquelle se trouve la ressource, donc banque 01, banque 02, banque 03, etc., avec son offset. Et ensuite, vous avez quelque chose d'assez intéressant, c'est packet size, unpacked size. Ce qui vous laisse à penser que, évidemment, les données sont compressées. Parce qu'il n'y avait pas beaucoup de place, et pour que ça tienne sur une disquette, il a fallu un peu faire entrer tout ça au chausse-pied. Et les données sont compressées avec un algorithme qui s'appelle ByteKiller. C'est un joli nom. Déjà à l'époque, on trouvait des super noms. ByteKiller. Mais en fait, ByteKiller, qu'est-ce que c'est? On va ouvrir une petite parenthèse. ByteKiller, en bref, c'est un algorithme qui était assez répandu sur la scène Amiga, très très répandu parce qu'il permettait vraiment de compresser alors, des assets, des exécutables, des jeux, etc. Il est relativement efficace, assez économe en mémoire, et je vais vous expliquer après pourquoi. Il est facile à implémenter, et ça c'est une chose très très importante. C'est aussi ce qui permet d'avoir un exécutable qui tourne avec 24 kg seulement. Il utilise un codage anthropique fixe et non adaptatif. Il utilise une fenêtre glissante et fonctionne à rebours. Donc une fois que je vous ai dit tout ça, ça vous parle peut-être pas, je vais vous l'illustrer. Donc son fonctionnement, prenez un buffer. Dedans, vous allez mettre les données compressées au début du buffer. Et ensuite, vous allez décompresser les données à partir de la fin. Donc en fait, les données vont partir de la fin et remonter
jusqu'au début, jusqu'à remplacer les données compressées en tant que telles. Donc ça a un avantage, c'est que ça vous permet d'allouer un seul buffer plutôt que deux. Au lieu d'allouer un buffer pour les données comprimées, les données décomprimées, vous utilisez un seul buffer, très économe en mémoire. Et c'est très rapide à implémenter. Et donc à la fin, vous vous retrouvez avec votre asset. En termes d'implémentation technique, ça c'est l'implémentation technique que j'en ai faite, ça c'est la boucle principale de l'algorithme de décompression. Donc là, vous voyez, vous lisez quelques bits, en fonction de ces bits, ça va vous donner un code, et en fonction du code, vous allez savoir combien de bits vous allez lire. Est-ce que vous allez écrire un octet en mémoire, ou est-ce que vous allez recopier une succession d'octets qui ont déjà été décomprimés auparavant? C'est relativement simple à implémenter, vous voyez, ça tient en une seule page. Et donc, vous avez quelques autres fonctions, des fonctions qui sont très élémentaires, qui sont donne-moi le prochain bit disponible, donne-moi une liste de bits disponibles, décomprime-moi un certain nombre d'octets pour les écrire en mémoire, ou va me recopier un certain nombre d'octets qui ont déjà été décomprimés en mémoire. Là, vous avez en gros l'algorithme complet. Très simple à implémenter. Je vais fermer la parenthèse. Et en termes de stats, parce que tout le monde aime les stats, en fait, vous avez 103 sons dans le jeu, et vous voyez que ça représente 585 kilooctets comprimés, 699 kilooctets décomprimés. On a un gain de compression de 16%, ce qui est plutôt pas mal. Pareil pour les musiques, vous voyez les musiques ça se comprime très très bien, et vous verrez pourquoi ça se comprime très bien. Les bitmaps ça se comprime aussi très bien, on a un gain de 72% à la compression. Les palettes, le bytecode, les polygones, etc. Et vous voyez qu'en tout, globalement, on a un taux moyen de compression qui est de 33%, ce qui n'est pas inintéressant avec cet algorithme. Ce n'est pas le meilleur algorithme du monde, mais ça a permis d'obtenir des gains assez intéressants, et l'avantage c'est qu'il est très rapide, ce qui permet de décomprimer aussi les données en temps réel. Maintenant, je vais vous parler du cœur du réacteur, la machine virtuelle. C'est surtout pour ça que tout le monde est venu. Alors, cette VM, c'est vraiment le cœur du réacteur, c'est le chef d'orchestre. En bref, cette machine virtuelle, c'est une architecture de type Harvard. C'est-à-dire que la mémoire de programme et la mémoire de données sont séparées. Ça, c'est une approche qui est assez claire sur le sujet. Le stockage des données se fait en big endian, c'est-à-dire les octets de poids forts avant, les octets de poids faibles ensuite. Pourquoi? Ça, c'est hérité de l'Amiga qui tournait avec un microprocesseur 68000 qui travaillait en big endian. Pareil, il aurait pu choisir du little endian. Bon, au final, ce n'est pas très important, mais c'est important surtout quand on fait les portages. C'est une machine virtuelle qui contient 64 threads, 256 registres et une pile. 64 threads. Pour une machine de l'époque, où il n'y avait pas du multicœur, ce n'était pas multithreadé. Alors c'est des threads en multitâche coopératif. C'est-à-dire que chaque thread prend du temps de calcul, il fait ce qu'il a à faire, ensuite il passe la main à un autre thread. Il y a 5 groupes d'instructions, 29 instructions de base et 219 opcodes. La machine virtuelle, en gros, elle ressemble à ça. Je vous zoome un petit peu. Donc vous avez vos 64 threads donc, qui vont exécuter chacun une partie du code, du bytecode qu'on va donner, donc qui va permettre de faire tourner le jeu. Les 256 registres, en fait, c'est la mémoire de programme du jeu. C'est-à-dire l'intégralité du jeu tourne avec 256 registres de 16 bits. Vous avez 256 variables de 16 bits pour faire tourner l'intégralité du jeu. Pas un octet de plus. Et vous avez une pile pour gérer la pile des appels, faire des calls et des rettes pour pouvoir appeler des sous-programmes et revenir de certains sous-programmes. Et c'est une pile qui est commune à tous les threads. Donc ça, c'est pareil. Ça nécessite de bien contrôler comment on va écrire son bytecode, mais en tout cas, ça a le mérite de son efficacité. Donc en gros, sur la partie ressources, en bas, vous avez le bytecode qui va être chargé directement dans votre machine virtuelle. Le moteur va donner la main à la partie VM et donc exécuter le premier thread. Le premier thread va s'exécuter. S'il y a quelque chose à exécuter, il l'exécute jusqu'à ce que le thread décide de donner la main à un autre thread, etc., etc., etc. Il va faire ça pour les 64 threads. Une fois qu'il a fini, en général, le dernier thread, ce qu'il fait, ou un des derniers threads, il va dire « affiche-moi une image à l'écran ». Il va générer une image, et lorsqu'on est arrivé au bout des 64 threads, la machine virtuelle rend la main au moteur, et le moteur va faire ce qu'il a à faire, lire les entrées-sorties, aller afficher l'image réellement à l'écran, processer le son, etc. Les threads, en tant que tels, voici un petit peu comment ça se présente. Comme je le disais, donc le moteur va filer la main au premier thread. Alors le premier thread, il n'a peut-être pas forcément du code à exécuter. Donc les threads, ils ont tous un état. Un état, je suis actif, je suis dormant, globalement. Si le thread est dormant, il va donner la main au thread suivant, qui est le prochain thread actif.
Et donc chaque thread donc, va récupérer la main à un moment donné, il va récupérer, donc il va exécuter son bytecode, il va dire charge-moi telle ressource, affiche-moi un polygone, mets-moi telle valeur de telle variable dans telle autre variable, fais une addition, ce genre de choses. Et à un moment donné, vous voyez, il arrive à une partie là, je ne sais pas si on voit bien, où c'est marqué yield. Yield, il va dire explicitement, j'ai fini mon travail sur ce que j'avais à faire, maintenant je donne la main au suivant. Et hop, il va passer non pas au thread 0.1 parce que celui-ci est inactif, directement au thread 0.2. Et le thread 0.2 va faire pareil, va exécuter. Donc vous avez un code qui est très fortement multiplexé dans le bytecode. Et donc chaque thread, globalement, ce qu'il faut vous dire, c'est que ça va représenter une entité d'enjeu. Typiquement, votre personnage, il va être géré par un thread. Vous allez avoir des ennemis ou des antagonistes dans le jeu qui vont être gérés par un autre thread. Et le fait d'entremêler le code comme ça, et en faisant des yields, ça va permettre de pouvoir passer d'un état à un autre et de pouvoir charger des threads en disant bon ben voilà, cet antagoniste est mort, hop, le thread passe en inactif et peut-être qu'un autre thread va décider de recharger ce nouveau thread avec un autre antagoniste, ce genre de choses. Donc ça permet de simplifier quelque part la gestion des différents personnages. La mémoire de travail, donc vous avez, comme je vous l'avais dit, 256 registres 16 bits. Ces 256 registres 16 bits, ils peuvent être utilisés par le moteur, par le jeu en lui-même, à n'importe quelle fin, entre guillemets, donc pour gérer l'état d'un antagoniste, l'état du personnage principal, de savoir ce qui s'est passé dans le niveau, etc., etc. En revanche, il y a certaines variables qui sont définies spécifiquement pour un usage particulier. Typiquement, vous avez par exemple, si vous regardez en case C2, vous avez random seed. Random seed, c'est une variable qui a été initialisée au lancement du moteur pour ajouter de l'entropie au générateur de nombres aléatoires. Typiquement, ça va être initialisé par exemple avec le temps courant, très classiquement. Vous avez là sur la droite, sur tout ce qui est la colonne F, vous allez avoir tout ce qui va interagir avec les entrées. C'est-à-dire la lecture du joystick ou du clavier en disant je vais en haut, je vais en bas, je vais à gauche, je vais à droite, l'état de mon bouton, est-ce que je suis en train de sauter, etc., etc. Donc certaines variables sont vraiment dédiées à un usage très spécifique. Donc le moteur en lui-même, puisqu'il communique avec le hardware, va récupérer un certain nombre d'informations, va aller alimenter ces variables, et par contre, la machine virtuelle en tant que telle, c'est que si je veux savoir si mon personnage va à gauche ou à droite, je vais aller lire les variables correspondantes qui ont été mises à jour par le moteur. Donc là, c'est ce qui permet d'avoir ce sas entre le moteur lui-même et ce qui se passe dans le jeu en tant que tel. Voilà. Donc là, on y voit un petit peu plus clair. Et vous avez en AD, là, input keyboard, puisque ça peut fonctionner donc, sur des ordinateurs. Quand vous avez une section dans laquelle vous pouvez rentrer un code pour aller faire un jump directement à un niveau particulier, bah là, on peut lire le clavier et aller rentrer directement les lettres dedans. Donc à chaque tour de boucle, on va pouvoir aller alimenter une lettre dedans, rentrer le code, et le bytecode va déterminer est-ce que c'est un code qui est legit pour aller sauter, par exemple, au niveau 3, typiquement. Le bytecode, en bref, je vais essayer d'avancer parce que j'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Chaque instruction a un ou plusieurs opcodes. Chaque opcode est codé sur un seul octet. Ça, c'est une simplification et c'est voulu. Chaque instruction ou chaque opcode peut avoir un certain nombre de paramètres et le jeu d'instruction n'est pas orthogonal. Alors pour ceux qui ne sont pas très familiers avec l'orthogonalité d'un jeu d'instruction, c'est les modes d'adressage et la façon dont sont rangés les opcodes, on va dire, dans la matrice de représentation des opcodes. C'est-à-dire que si on regarde à première vue, ils ne sont pas rangés de façon logique. On a 5 groupes d'instructions, le load and load store, l'arithmétique et la logique, les jump et les call, la gestion des threads et la gestion des ressources. Si je vous représente la grille des opcodes, ça se présente comme ci. En fait, en haut, vous voyez la liste de tous les opcodes un peu génériques. Donc, et là, vous voyez bien qu'ils ne sont pas rangés dans un ordre très logique. Vous avez 7 I, vous avez 7 R, add I, call, read, etc. On a l'impression que c'est rangé un peu dans le désordre. Ça, c'est une explication assez logique. Et Richai, quand il a développé son jeu, plutôt que d'utiliser une sorte de boucle avec un switch case, il a fait plutôt des successions de if. Alors c'est une approche qui est assez étonnante, mais du coup il a calculé des statistiques sur les opcodes qu'il utilisait les plus fréquemment. Et donc ceux qui sont le plus fréquemment utilisés, ils sont plutôt au début. Voilà, pour privilégier les premiers if et moins privilégier les derniers. Voilà. Aujourd'hui, effectivement, quand on décrit, d'ailleurs c'est mon implémentation, on fait un switch case et globalement vous avez en complexité O2.1 l'exécution d'un opcode qui soit en plein milieu ou au début de votre matrice. Et vous avez certains opcodes particuliers, poly 1 et poly 2. Donc qui permettent d'aller dessiner des polygones. Alors vous vous dites, là ça peut être un gâchis monstrueux d'espace,
pour un opcode, entre guillemets, ou une instruction, utiliser tout cet espace, mais ça a un intérêt, je vais vous expliquer pourquoi. Alors, pour certaines opérations, vous avez donc de quoi charger des registres. Vous pouvez charger un registre avec un autre registre. Vous pouvez charger un registre avec une valeur immédiate 16 bits. Vous avez toute la partie arithmétique et logique. Additionner des registres entre eux, additionner un registre avec une valeur immédiate, soustraire deux registres entre eux, faire un et logique, faire un ou logique, faire un décalage logique vers la gauche et un décalage logique vers la droite. Vous voyez qu'on a très très peu d'instructions au final qui existent. Il n'y a même pas de multiplication, il n'y a pas de division, il n'y a pas tout ça. Il n'y a pas toutes les variantes de toutes les instructions. Mais ça permet d'avoir quand même une machine Turing complet et qui permet d'exécuter n'importe quel code. Et la gestion des branchements de code. Donc vous pouvez sauter à une adresse particulière de votre bytecode. Vous pouvez sauter à une adresse particulière de votre bytecode sous certaines conditions. Donc en comparant des registres ou avec une valeur immédiate. Vous pouvez faire encore d'autres, il y a d'autres variantes. Vous avez l'instruction DBRA. DBRA, c'est l'équivalent d'instruction DJNZ avec le Z80. C'est une instruction qui dit, tu prends tel registre, tu décrémentes le registre, si ça atteint 0, tu fais un jump, sinon tu restes où tu es. Ça, c'est très pratique. C'est une instruction qui existait dans le 68000. Hein. Et on peut appeler des sous-programmes, des sous-routines avec call et en revenir avec ret. Très classique. Et donc, comme je le disais, certaines instructions sont un petit peu complexes. L'instruction de jump, plutôt que de faire une instruction de saut conditionnel qui était spécifique avec toutes les conditions possibles, il a préféré encoder l'instruction de saut conditionnel avec ce qui suit derrière le variant, c'est-à-dire de savoir dans quelles conditions, est-ce que c'est égal, est-ce que c'est supérieur ou égal, est-ce que c'est inférieur, etc. Et ensuite derrière, les registres et les arguments et l'adresse à laquelle on va sauter. Voilà. Donc là, vous voyez les bits, comment sont encodées les instructions. Donc vous avez le code 0x0a, la variante avec les bits de poids fort qui va permettre de dire est-ce qu'on compare deux registres entre eux ou un registre avec une valeur immédiate. Et derrière, le code qui va nous permettre de dire est-ce que je compare l'égalité, l'inégalité, est-ce que c'est supérieur ou égal, etc. Et sur les thread management, vous avez de quoi donc démarrer les threads, de faire réinitialiser les threads, donc charger les threads avec un bytecode, réinitialiser un thread, de le mettre un thread en pause, de passer la main à un autre thread ou de carrément arrêter un thread. Sur la gestion des ressources, c'est très simple, vous pouvez charger des ressources, changer de palette, changer de page dans laquelle on va écrire, etc. Faire copier des pages entre elles, les afficher, enfin voilà, vous avez tout un ensemble de choses qui vous permettent de gérer les ressources. Et les deux plus importantes, c'est poly 1, poly 2. Pour la simple raison, comme je le disais, ce sont des instructions un peu particulières qui vont permettre de dessiner les polygones qui sont dans une banque de ressources. Vous avez une instruction complète qui permet de dire quel polygone je vais dessiner avec un niveau de zoom particulier, avec un placement fin, où est-ce que je vais aller chercher la coordonnée XY de ce polygone, plutôt dans un registre, plutôt dans une valeur immédiate, etc. Donc vous avez une instruction, c'est pour ça que ça occupe tout l'espace, parce qu'on va exploiter le numéro d'opcode et en fonction des bits, ça va nous permettre de dire quel niveau de zoom on va appliquer et quel niveau de transformation XY on va appliquer sur le polygone. Ça, c'est la version complexe. Et poly 2, c'est un peu le même genre, mais elle est un petit peu plus simple. Voilà. Donc ça permet d'avoir un encodage qui est extrêmement compact dans la machine virtuelle et néanmoins qui permet d'apporter toutes les informations nécessaires pour tout ce qu'on a à dessiner à l'écran. Maintenant, je vais vous parler du sous-système vidéo, parce que exécuter du code, c'est une chose. Maintenant, il faut afficher des choses à l'écran. Comme je vous le disais, c'est un système vectoriel. Et on va avoir à disposition 4 pages différentes dans lesquelles on va pouvoir dessiner directement nos polygones. Et donc, on a la page 0, 1, 2 et 3. Chaque page fait 320 par 200 pixels et 4 bits par pixel de profondeur, c'est-à-dire donc 16 couleurs. Donc là, vous voyez un petit peu comment ça se passe. Donc vous allez avoir des pages dans lesquelles vous allez dessiner, des pages ensuite que vous allez swapper. Vous avez un système de double buffering qui vous permet donc de dessiner dans une page cachée et ensuite de l'afficher. Et après, vous pouvez copier les pages entre elles. Et on va dessiner dedans des polygones. Et ces polygones donc, sont stockés dans les ressources, comme je vous le disais. Et ces polygones, finalement, sont gérés comme des objets. C'est-à-dire que vous avez des polygones unitaires que vous pouvez dessiner. Mais vous avez aussi des hiérarchies de polygones, ce qui vous permet de dire que lorsque je dessine ce polygone, je vais aussi dessiner aux coordonnées relatives XY tous ses enfants. Donc ce qui vous permet de pouvoir avoir la représentation, par exemple, du personnage principal, globalement, qui est un polygone complet,
qui est constitué de tous les polygones qui forment la tête, de tous les polygones qui forment le corps, etc., etc. Et donc vous pouvez manipuler tous ces polygones, les uns indépendamment des autres, sous la forme d'une hiérarchie. Et ça, c'est pareil, c'est stocké de façon compacte, et vous pouvez après décider de dire, je vais aller dessiner plutôt que la sous-hiérarchie qui est à tel endroit, ou la hiérarchie de très haut niveau, donc de dessiner tout le polygone en tant que tel. Et pour dessiner les polygones, si vous dessinez des polygones classiquement, vous allez partir par exemple du point A, vous allez rasteriser de A à B, de A à F. Dès que vous arrivez à F, vous allez rasteriser de F à E et continuer jusqu'à B, etc., etc. Ce qu'a fait Eric Chahi, il est parti d'un autre principe. Déjà, il a encadré son polygone dans une bounding box, donc une boîte englobante, ce qui permet donc de pouvoir effectuer du clipping très facilement, de savoir si le polygone il est dans l'écran ou hors de l'écran, ce qui permet d'éliminer les polygones hors de l'écran très facilement. Et ensuite, pour chaque point, les polygones sont codés comme ça, pour chaque point, on va projeter le point sur lequel on est vers le segment opposé, ce qui va nous simplifier l'opération de rasterisation. En fait, tous les polygones vont être constitués d'un nombre de points pairs, évidemment, et ça va nous permettre donc de pouvoir simplifier l'algorithme de remplissage de polygones. On a plus de points, mais le code est plus simple. Et donc après, ça va se passer comme ça, on va remplir chaque zone, chaque partie comme ça, jusqu'à arriver à la fin. Et donc chaque polygone peut être disposé, il a une coordonnée XY, et on peut le positionner partout à l'écran. Et donc le pipeline de rendu, en gros, c'est les scènes sont rendues de l'arrière vers l'avant, algorithme du peintre très classique, et certaines scènes sont mises en cache, parce que tous les décors sont rendus en temps réel. Et donc pour éviter de rendre les décors systématiquement, on va rendre les décors dans une page particulière, qui va servir de cache, et ensuite le cache va être utilisé à chaque tour de boucle pour réinitialiser le tableau, et ensuite réimprimer les personnages par-dessus. Donc limiter le nombre d'affichages ou de réaffichages de polygones. Pour vous montrer un petit peu, voilà comment ça se passe. Donc ça, c'est avec mon moteur, je l'ai ralenti exprès, et je lui ai fait afficher chaque polygone. Donc ça, c'est le début de la scène d'introduction. Il y a une centaine de polygones qui sont rendus comme ça. Voilà. Donc on va d'abord imprimer les polygones du fond, et aller vers l'avant et générer le décor. Et sur la partie mise en cache, voici comment ça se passe. Donc on va rendre la scène directement dans une des pages, et ensuite on va copier cette page dans les deux buffers alternatifs. Donc on va avoir un buffer affiché, le buffer caché, on va rendre dans le buffer caché, puis swapper les buffers pour éviter d'avoir du scintillement. Sur la partie gestion de la couleur, on a les palettes. Les palettes, chaque niveau dispose d'un groupe de palettes. Les palettes, chaque groupe de palettes dispose de deux groupes de palettes, deux sous-groupes. Chaque sous-groupe va contenir 32 palettes de 16 couleurs, encodées en RGB 444. Ça encore, c'est hérité de l'Amiga, puisqu'il travaillait en 12 bits par couleur. Et vous avez, pour les résolutions, en tout cas les systèmes graphiques qui ont encore moins de couleurs que l'Amiga, 32 palettes de 16 couleurs, donc avec un index et leur équivalent en RGB. Ce qui permet finalement de vous adapter sur n'importe quel système hardware. Et donc, globalement, ça va vous permettre d'obtenir donc 2048 octets qui vont contenir le premier sous-groupe de palettes, RGB, et le deuxième sous-groupe de palettes, RGB plus index. Donc là, vous voyez, là, tout ce qui est assuré, c'est les bits qui sont utilisés dans le premier sous-groupe. Après, on a les 4 bits suivants qui permettent d'avoir un RGB et la couleur. Et sur le second sous-groupe, on a la même chose, sauf que les 4 bits de poids fort sont utilisés comme un index dans une palette précalculée. Globalement, ça vous rend ça. Donc en RGB classique, vous allez avoir ça. Dans le second groupe de palettes, vous allez voir que l'image est un peu plus sombre. En fait, ça va dépendre des hardware et de la plateforme de destination. Et ensuite, vous avez des palettes indexées en fonction de je suis sur une carte VGA 16 couleurs, j'exploite la carte VGA 16 couleurs et j'ai une palette prédéfinie pour ça. Pareil pour la carte EGA. Et le portage n'avait jamais été fait pour le CGA et je l'ai fait spécifiquement pour mon ami Sébastien Blanc, que je salue au passage, je l'embrasse, qui lui adore ce rendu CGA très caractéristique des premiers IBM PC de l'époque. Donc ça vous permet de pouvoir d'avoir un affichage qui est globalement constant et cohérent, quel que soit le hardware que vous avez à disposition. Vous avez des tricks sur la transparence. Si la couleur du polygone est 16, donc c'est-à-dire elle n'est pas représentable dans l'espace de couleurs qu'on a, et bien alors, en fait, on prend la couleur du pixel, là où on veut rendre le pixel, et on fait un ou inclusif avec 8, ce qui permet donc de décaler la couleur d'un cran vers le bas. En gros, en image, voici ce que ça donne. On va dessiner ce polygone vert, et on veut le rendre transparent. Donc en fait, en bas, ça c'est les couleurs qui constituent le polygone. En faisant un ou inclusif
avec la valeur 8, ça va décaler les valeurs des pixels de 8 vers le bas, et donc ça va permettre d'aller afficher les couleurs ici plutôt en bas. Donc c'est-à-dire si la couleur du polygone c'est dans les 8 couleurs du haut, le OU inclusif va permettre d'aller vers les 8 couleurs du bas. Donc en fait les palettes sont précalculées pour simuler la transparence. C'est utilisé à quelques endroits dans le jeu. Et on a une technique aussi de masquage qui permet d'aller recopier, lorsqu'on rend un polygone, les pixels d'une autre page. Typiquement, si la couleur du polygone est supérieure à 16, on va utiliser un système de masquage. C'est-à-dire on va aller chercher la valeur d'un pixel d'une autre page. Globalement, ça se précise comme ça. Voilà, pour ce tableau-là, vous avez le personnage qui roule un peu dans une galerie. Eh bien, en fait, vous avez un polygone qui est dessiné ici, et chaque fois qu'on veut rendre ce polygone, il va aller chercher les pixels dans une autre page et les recopier dans la page courante. Et ensuite, on va afficher le personnage par-dessus, ce qui nous permet d'obtenir, par compositing, le tableau final. Donc ça, ce sont des tricks qui sont assez intéressants. Maintenant, je vais vous parler du système audio, histoire d'ambiancer un petit peu le jeu. Comme je le disais, le système audio, il va gérer la partie effets sonores, il y en a beaucoup, et la musique, il y en a très peu. Le système sonore est basé sur un système audio numérique qui est encore une fois hérité de l'Amiga. L'Amiga avait une puce qui s'appelait Paula. Voilà. Il y avait Agnès, Denise et Paula. Denise s'occupait de la vidéo et Paula s'occupait de l'audio notamment. Et donc c'était un système audio numérique qui permettait de générer des samples jusqu'à 28 kHz, donc sur 4 pistes différentes en hardware. Et donc ça, en fait, tout le système sonore a été basé sur ce principe-là. Et ça a été répliqué après sur les IBM PC avec des mixeurs logiciels, pour le coup. Et donc, on va envoyer des samples sur chaque piste au fur et à mesure. Donc, en fonction du tableau où vous êtes, de ce qui se passe avec votre personnage, le bytecode va dire « envoie-moi tel sample qui est dans telle banque vers telle piste sonore ». C'est globalement ce qui va se passer là. Hop. Donc, on va dire « je prends un channel, éventuellement, je vais lui donner le pitch, d'ailleurs, on va faire un son plus aigu ou plus grave, par exemple, on va pouvoir moduler le son, et un volume de 0 à 63, donc à 64 niveaux de volume, et de jouer ce sample. Et donc c'est le jeu, le bytecode, qui va décider dans quel channel il va jouer ce sample. Et il va le faire, il peut y avoir plusieurs sons en parallèle, il peut y avoir jusqu'à 4 sons en parallèle, et si jamais on vient à lancer un son sur un channel qui est déjà en train de jouer, on annule le précédent, et on remplace par le nouveau. Et donc ce qui permet aussi de jouer éventuellement de la musique en tâche de fond. Voilà. Et sur la partie musique, on va utiliser ce qu'on appelait à l'époque des soundtrackers. Ceux qui ont connu le format mode, donc, qui est issu des fins des années 80. Donc vous avez une représentation où vous avez des patterns dans lesquels vous dites je vais jouer un Do, un Ré, un Mi, ce que vous voulez, etc. en utilisant tel sample sur telle piste. Et globalement, je ne sais pas si on a encore le son là. Voilà. Et donc vous avez des patterns, et ces patterns permettent d'organiser la musique. Et c'est pour ça que ça se comprime très bien, parce que globalement c'est des octets qui vont se répéter et qui se compriment très bien. Et ça va permettre donc de jouer la musique du jeu, notamment en introduction et en conclusion du jeu. Une musique totalement audio numérique, mais qui n'est pas un MP3 ou un WAV comme on a aujourd'hui, mais qui est généré par un système de modules, donc avec des instruments, des samples, etc. Et donc de jouer cette musique de façon répétitive et avec un système de synchronisation aussi. Et je vais terminer par le sous-système d'entrée pour piloter le jeu, parce que c'est un jeu, il faut interagir avec. Donc ce sous-système, il est très simple. Hein. Le hardware, à chaque tour de boucle de la machine virtuelle, donc là, le moteur va aller lire le hardware en disant est-ce qu'on a appuyé sur le clavier ou est-ce qu'on a bougé le joystick. On va lire les entrées et on va interagir avec la VM au travers des variables dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc à chaque tour de boucle, on va lire les entrées et on va les mettre à jour un certain nombre de variables pour qu'au prochain tour de boucle de la VM, le bytecode qui constitue le jeu permette de dire oui, je dois emmener mon personnage à gauche, à droite, le faire sauter, etc. Donc c'est une façon assez simple et élégante finalement d'interagir entre la machine virtuelle et le hardware. Voilà. Et il me reste 5 minutes, je crois. Donc je suis dans les temps. Pour conclure, vous avez la big picture du jeu. Quelque part, c'est vraiment une architecture qui est relativement élégante pour l'époque. Il faut se replonger en 1989, à la genèse du jeu, où effectivement, à l'époque, on utilisait plutôt des systèmes avec des sprites de petite taille, etc. Et faire un jeu, à l'époque, qui plus est vectoriel et de cette qualité, avec une approche très cinématographique de l'histoire,
et une approche technique assez innovante pour l'époque. Donc gérer des polygones, c'était pas simple à l'époque pour le matériel. Et dès le début, Eric Chahi avait en tête que le jeu soit multiplateforme. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il est arrivé sur cette idée de machine virtuelle, puisque ça facilitait le portage. Et le portage notamment sur des architectures très différentes, voire très exotiques. Typiquement, ça marchait sur un Amiga, ça a été porté quasiment tel quel sur l'Atari ST en changeant les parties hardware. Et ça a été porté sur PC, et ensuite ça a été porté sur les consoles qui, historiquement, à cette époque, ces consoles-là n'étaient pas prévues pour gérer du vectoriel. Elles ne faisaient que des sprites. Mais ça a permis de simplifier le portage parce qu'au final, vous preniez les assets, le bytecode, vous le mettiez dans votre cartouche, il n'y avait plus qu'à redesigner autour, ce qui permettait de rendre les polygones ou d'envoyer du son à vos haut-parleurs. Donc ça, vraiment, cette approche-là a permis de faciliter le portage et ce jeu a été porté sur un nombre de plateformes assez incalculable. Et encore aujourd'hui, ça vous permet de pouvoir réécrire le moteur, comme je l'ai fait, et donc de pouvoir récupérer les assets du jeu original sans avoir à l'exécuter dans un émulateur. Alors, vous réimplémentez juste les parties qui permettent d'exécuter la VM, et vous pouvez jouer au jeu comme il y a 35 ans. Et pour la petite histoire, ça m'a permis, donc moi j'ai fait cette réimplémentation en C++, et j'ai fait un portage vers Wasm qui permet donc de faire exécuter le jeu directement dans le navigateur. Et puis, vraiment pour finir, on peut se dire qu'il faut apprendre du passé. C'est vraiment c'est quelque chose qui a 35 ans et il y a beaucoup de choses qu'on pourrait apprendre et implémenter dans nos outils qui consomment des gigaoctets de RAM ou de ressources, etc. Et puis, bon, comme je disais, j'adore les gros pixels et bientôt il n'y en aura plus parce qu'effectivement, avec les jeux AAA qu'on a aujourd'hui, etc., on perd un peu de cette magie des jeux un peu consommateurs et qui avaient une idée assez brillante, je dirais, en termes d'implémentation. Et puis, pour la petite histoire, hein, Jean-Claude, si tu nous écoutes. Voilà. Et puis, le jeu, en vrai, le voici. Comme je vous disais, ma version, hop, elle s'exécute en Wasm directement dans le navigateur. Si j'ai pas fait n'importe quoi. Je ne sais pas. Bah ouais, j'ai fait n'importe quoi. Attendez. J'ai pas lancé. Voilà. Donc là, vous avez le jeu qui tourne directement dans le navigateur. Vous pouvez l'exécuter aussi sur votre machine Linux. Le portage pour Windows devrait être simple à faire puisque j'utilisais la SDE2. Et donc, vous pouvez simplement, voilà, interagir avec le jeu. Même si on m'avait dit un jour que je jouais à Another World devant une salle bien remplie, je l'aurais jamais cru. Voilà. Donc là, vous savez qu'on peut mourir assez facilement dans ce jeu. Ceux qui ont joué avec, voilà, là je vais mourir. Voilà. C'est un peu le côté frustrant du jeu, c'est qu'on peut mourir assez facilement. Par contre, il est vraiment bien construit. C'est vraiment construit comme un peu comme un film. Il y a vraiment une approche cinématographique qui est assez intéressante du jeu. Et on voit qu'on est vraiment à la croisée des chemins entre le jeu vidéo, le cinéma, vraiment avec une approche artistique très poussée et une approche technique très poussée. Et je profite des 2 dernières minutes qui me restent pour vous donner quelques références, si ça vous intéresse. Donc évidemment, le site d'Eric Chahi, qui a son propre site, donc c'est anotherworld.fr, sur lequel on trouve des informations intéressantes qui m'ont servi à la préparation de ce talk, mais pas que. J'ai essayé de contacter Eric pour échanger avec lui, j'ai pas réussi à l'atteindre malheureusement. Eric, si tu m'entends, je serais très preneur d'un coup de fil avec toi. Mais aussi Grégory Montoire, que je remercie, qui a fait le reverse engineering du jeu Another World il y a plus d'une vingtaine d'années, qui en avait écrit une version C++ 03 de l'époque, donc qui a été une source d'information, parce qu'il ne s'est pas contenté de faire le reverse engineering de la version PC, mais de toutes les versions existantes. Voilà. C'est un truc de fou. Donc la 3DO, l'Amiga, le machin, etc. Donc il a fait un énorme travail sur le sujet. Ce travail qui a été repris quelques années plus tard par Fabien Sanglard, que si vous ne connaissez pas, je vous encourage à aller voir ce qu'il fait. Il fait beaucoup d'articles, il écrit des livres justement sur des vieux jeux, du hardware, etc. Il écrit le Black Book de Doom, il a écrit donc une série d'articles sur Another World. Il est parti du travail de Grégory, en a fait un fork pour essayer d'illustrer ses articles. Voilà, et vous pouvez donc trouver sa version ici sur GitHub. Alors il y a un autre projet que j'ai trouvé intéressant, donc, qui est parti de ce code-là, qui a été porté en Rust, donc par Cesare Botana, qui est assez intéressant. Et mon code à moi, donc je suis parti du travail donc, de Grégory, qui a généré le travail donc, de Fabien, donc je suis parti de ça, et j'ai forqué et j'ai tout réécrit. Voilà, donc vous trouverez
mon code, ce que je vous ai montré juste avant. Normalement, c'est relativement lisible, même si c'est du C++. J'ai fait en sorte que ce soit didactique à lire, simple à comprendre. Et j'ai inclus beaucoup d'outils de débugage dedans pour comprendre comment fonctionnent les choses. Voilà, donc, ici pour jouer au jeu dans votre navigateur si ça vous intéresse. Et juste pour terminer les 30 secondes qui me restent, personal branding très rapide. Donc je suis Olivier Poncet, je suis CTO dans la vie civile. J'aime beaucoup les gros pixels, je l'ai déjà dit, j'en ai beaucoup parlé, je fais toujours des conférences un petit peu sur des sujets un peu spéciaux. Je suis très actif sur Twitch et sur YouTube, vous pouvez me retrouver sur mes chaînes, je parle de plein de sujets techniques, donc n'hésitez pas à venir me faire un petit coucou. Vous avez accès à mes dépôts GitHub, GitLab, Bitbucket, qui sont mes miroirs de mon usine logicielle perso, et j'en ai fini, je vous remercie infiniment. Et je suis dans les temps. Un grand merci Olivier, en top conf, merci. Est-ce qu'il y a une petite question? On est un peu à la fin du temps, mais on prend au moins une question. Il y en a là. Comme on parle de vectorisation, est-ce qu'il y a des projets pour justement le rendre plus actuel au niveau des graphismes? Oui, alors là, en fait, moi j'ai réécrit le rasterizer comme il était implémenté à l'époque. D'ailleurs, il y a des micro-polygones, j'en ai pas parlé, mais qui sont générés dans le code, qui permettent donc finalement d'imprimer des pixels. Et c'est ça qui est difficile, c'est que ces micro-polygones, comme on est sur une résolution très faible, étaient là pour rendre des pixels. Voilà. Par contre, on peut écrire, et d'ailleurs c'était ce qu'avait fait Grégory Montoire notamment, il avait une version en OpenGL, après qui permet d'avoir quelque chose qui est entre guillemets plus agréable à l'œil, plus lissé, ce genre de choses. Mais on pourrait tout à fait. Alors, les versions OpenGL existent, ouais. Après, voilà, visuellement, ça ne change pas grand-chose, en vrai. Voilà. Mais par contre, on pourrait effectivement... Alors, il y a eu des versions anniversaires, 15e et 20e anniversaire d'Another World, qui avaient été enrichies d'ailleurs par Eric Chahi, avec des images de fond plus travaillées, etc., pour le rendre effectivement un peu plus moderne. Voilà. Une dernière question? Là, ici. Pardon. Juste une question par curiosité. Du coup, la réécriture, vous avez réussi à le faire tenir sur la même place que l'original? Alors, le code, je peux dire combien il fait. Allez, projet, Maxil, repo, j'y vois pas grand-chose. Games, Another World, interpréteur. Compilation, pardon, en live. J'aurai pas d'effet démo, je vous promets. Je maîtrise. Pardon. Voilà. Et l'exécutable non strippé fait 1 méga 3. On va stripper l'exécutable. Another World. 119K. Voilà. Avec beaucoup de code, on va dire, d'instrumentation qui permet donc d'avoir du debug, de la trace, etc. C'est plutôt pas mal. Et ça marche, hein. Voilà. Voilà, je vous prouve que ça marche. Ça s'est lancé sur le mauvais écran, évidemment. Voilà, il est par là. Pas d'effet démo. Tu vas appeler personne. Voilà. Bah écoutez, merci beaucoup de votre attention. Si vous avez des questions, je suis dispo jusqu'à midi à peu près. Merci Merci. Olivier.